Est-ce qu'on analyse les émotions des participants? Ouf, on pourrait tenter ça. Alors, bienvenue dans les Carrefours de l'IA, donc le rendez-vous mensuel pour découvrir les cas d'application de l'IA en entreprise et les résultats de recherche. Alors, les Carrefours de l'IA sont organisés dans le cadre du programme Wallon en intelligence artificielle, nommé Digital Wallonia for AI. Excusez-moi, j'ai une petite page de traduction, donc qui est nommée Digital Wallonia for AI et en partenariat avec Trail, AI for Belgium, l'AWEX et les Hub Digital Wallonia, mais aussi avec le soutien, bien entendu, du service public wallon. Et aujourd'hui, et après 2 mois d'absence, nous aborderons le thème de l'IA et des 5 sens. Alors, le programme se déroulera de la manière suivante. Je vais vous partager une vidéo de présentation de Baudouin de Hamptine, qui est directeur du Hub Digital Wallonia de San Francisco. Et Baudouin nous parlera, nous introduira au final qu'est-ce qu'une IA, quelles sont les différentes approches, les tendances de l'IA aux USA, avec quelques chiffres et quelques faits, pour ensuite passer à l'IA et les 5 sens, découvrir des cas d'application et enfin les pour et les contre de l'IA. Ensuite, je passerai la parole à Chandra de Keyser, qui est cofondateur et CEO de Moodme et qui nous parlera de l'analyse des visages et la réalité augmentée au travers d'une IA impartiale et respectueuse de la vie privée. Pour ensuite et enfin passer la parole à Mattei Mancas, qui est fondateur d'Intention, chercheur en modélisation computationnelle de l'attention à l'ESIA Lab de l'UMONS. Et Mattei nous parlera de la perception humaine et plus précisément de l'attention, l'intérêt de l'homme du point de vue de l'ingénierie, comment analyser, prévoir et améliorer l'attention humaine. Alors, je vous invite à bien couper vos micros et vos caméras quand vous n'êtes pas orateur et quand vous ne parlez pas. Donc, n'oubliez pas de faire ça, ça évitera de déranger les intervenants et d'ennuyer le public. Et alors, je vais directement passer à la vidéo de Baudouin de Hamptine en vous partageant quelques informations. Donc, le parcours de Baudouin, en fait, qui a rejoint le monde des startups pendant une dizaine d'années. Il a navigué sur l'océan Atlantique pendant 16 mois, poursuivi sa vie internationale en vivant pendant 5 ans en Asie, plus précisément en Corée du Sud. Il a été impliqué dans de nombreux projets entrepreneuriaux. Il est aujourd'hui passionné par l'utilisation des compétences pour aider à transformer des projets en entreprises prospères et rentables. Et il dirige le Hub Digital Wallonia de San Francisco. Je vous partage tout de suite la vidéo. Et si vous êtes une entreprise du secteur du numérique à la recherche d'opportunités de croissance à l'international, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Je vous mettrai ces informations dans le chat. Alors, hop, je repartage mon écran et vous transfère directement la vidéo de de Baudouin de Hamptine. C'est parti. Et je relance le partage aussi pour inclure le système son. Voilà, c'est parti. Alors, commençons simplement par les algorithmes, puisque c'est la base. Les algorithmes, si tu veux, c'est la recette de cuisine. C'est-à-dire que tu fais une tarte, eh bien, il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a une plus séquentielle et qui fait que quand tu as ajouté une telle chose dans un tel temps, tu finis par sortir un très bon gâteau. Finalement, un algorithme, c'est exactement cela. C'est finalement une fonction qui est un ordre qui est défini et de façon interprétée. Puis le temps sera nettement meilleur que ce que l'humain pourrait faire pour des raisons essentiellement de vitesse. Ce qu'on appelle l'approche symbolique. L'approche symbolique, c'est toi et moi qui sommes à l'école primaire et qui recevons du savoir de notre institutrice et qui nous donne les tables de multiplication à apprendre d'une manière quasiment par cœur, même s'il y a parfois y avoir une certaine logique. Et c'est donc ce transfert d'apprentissage d'un cerveau à l'autre. On se rend compte après qu'il y a une autre approche qui est l'approche, je dirais, numérique. Et si l'approche numérique, c'est une approche par learning by doing, tu vois. Un peu comme apprendre à rouler à vélo. Un peu comme apprendre à rouler en vélo, exactement. Une des grandes choses qui a changé et qui a permis donc cette approche numérique,
c'est la quantité de data qui était possible de récolter, alors que ce soit via Facebook, que ce soit par les capteurs de température, que ce soit toutes les data sont récoltées et ça permet donc au cerveau artificiel d'être nourri en informations, en données, et chaque fois on lui dit ça c'est vrai, ça c'est faux, et de plus en plus il comprend que cette chose n'est pas une chose mais un chat. Et donc au début il ne sait pas, il confond, et puis alors peu à peu il est capable d'apprendre à apprendre. D'abord, je vais à tout seigneur, tout honneur, les États-Unis sont là où il y a le plus d'investissement privé dans les AI. Je voulais également te dire que l'investisseur qui a investi le plus dans les AI aujourd'hui, c'est Intel Capital, donc encore une société américaine. Et la société qui dispose du plus grand nombre de patents en matière d'AI, c'est un vieux crocodile, c'est IBM. IBM. Et oui, et donc la plus grande unicorne, est-ce que tu connais la plus grande unicorne? C'est ByteDance, oui, TikTok. Bien sûr, c'est TikTok qui est l'unicorne la plus valorisée avec son AI. Alors, ce qu'on peut dire également ici, c'est que les applications les plus courantes, en tout cas les plus utilisées aux États-Unis en matière qui utilisent le plus les AI, c'est tout ce qui est managing the risk ou bien de fraude ou les cyber security. Au Congrès américain, on avait cité plus de 500 fois AI lors de l'année dernière. Donc plus de 500 fois, j'avais noté que c'était plus d'une fois par jour on parle d'AI. Bon, pas besoin de revenir sur l'importance du sujet. Aujourd'hui, le job le plus populaire en matière d'AI, tu sais de quoi il s'agit aux US? Machine learning? Machine learning, bien sûr. On cherche surtout des gens de machine learning, mais beaucoup plus grave ou beaucoup plus intéressant. On le gardera pour la conclusion. C'est le pourcentage des top tier US AI researchers, donc les meilleurs chercheurs américains dans l'AI. De quelle nationalité sont-ils? Américains. Alors, ils sont américains, mais il y a 27%, tiens-toi bien, qui sont chinois. Alors, qui touche à la vue, si je te dis Chandra, tu me réponds quoi? Moodme. Eh bien sûr, bien Moodme. C'est donc un algorithme qui permet d'apprendre, qui va apprendre le visage recognition des participants à un Zoom call pour voir à quel moment durant la présentation, par exemple celle que nous faisons, les gens se sont endormis, les gens ont trouvé ça drôle, les gens ont trouvé ça sympa. Et donc, c'est une manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour affiner son algorithme et pour donner à l'utilisateur final je veux dire, un indice de qualité de sa présentation, voilà, sur base de la vue. Ah, l'odorat, c'est toi qui m'as parlé de Koniku. Koniku, qui est une société intéressante parce que justement, donc, apprend, lui, sur base des odeurs. Et sur base des odeurs, on peut définir, en tout cas, on pourrait prévoir ou prédire à terme des différents types de maladies. Et donc, c'est assez intéressant. Mais de nouveau, la machine apprend et plus elle connaît, mieux son diagnostic prédictif sera précis. Et aujourd'hui, voilà, Koniku est une des sociétés qui a levé pas mal de fonds. On avait quand même sorti un partnership avec une société que nous connaissons bien, puisque l'actionnariat est belge et n'est autre que AB. InBev. Et oui. Oui, en matière de toucher, on peut parler de wearables. Alors, ça tombe bien puisque c'est une des sociétés avec laquelle, justement, nous avons fait de BizDev depuis je dirais, 2013-2014. Et c'est une société qui travaille, qui s'appelle Bloom Life, tout simplement, et qui permet donc de monitorer la santé d'un bébé in utero et qui apprend pourquoi est-ce que, finalement, une naissance sur 10 est bien avant terme. Et on sait aux États-Unis que ça coûte 20 fois plus cher une naissance à long terme qu'une naissance à terme. On comprend l'intérêt pour les sociétés, ça c'est pour la partie business model, mais il faut à la fois du hardware qui soit suffisamment performant, ça veut dire des micropuces qui soient capables de détecter ce qui est aujourd'hui ou ce qui était jusqu'à peu indétectable,
et d'utiliser donc une masse de données sur un grand nombre de femmes enceintes pour pouvoir en sortir un résultat qui soit le plus proche de la réalité. On est des bons vivants, effectivement, mais on est plutôt des buveurs de bière, et moi je vais te parler de buveurs de vin. Ah. Et du buveur de vin, il se trouve que le papa d'un des amis de mon fils a créé Vivino. Et Vivino est une application qui est une plateforme, je ne passe pas tout le business model, mais qui va apprendre ton goût. Et plus il connaît ton goût parce que tu l'as nourri en data, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc., eh bien, il va être capable de te sortir des vins. Et si tu définis également ton budget, c'est pas mal non plus, que dans ton budget, dans ton goût, que tu n'aurais jamais pensé à boire. Alors, je pense à un vin roumain, un vin bulgare, whatever, mais ça va te plaire. Là, Whisper, il a développé le petit truc que tu mets dans ton oreille, mais à côté de ça, il y a un véritable cerveau qui, lui, va être capable de travailler sur cette même aspect de triangulation. Donc, d'amplifier, désamplifier et de moduler les sons pour les rendre de la même manière qu'un entendant tout à fait normal entend. Et donc, c'est assez extraordinaire quand je lis des témoignages, puisque de nouveau, c'est toi qui m'as montré cette société, et quand je lis des témoignages après sur Internet, c'est absolument bluffant. Et donc, le système apprend également, et c'est aussi intéressant pour un client final de ne pas se dire, je veux toujours avoir l'équipement, le cutting edge, le dernier cri. Bien là, puisqu'on a un système qui est auto-apprenant, ben, tu restes toujours dans l'évolution optimale d'un système qui, lui, possède son propre cerveau. Et le good, bad, c'est surtout ce qu'on en fait et de l'usage qu'on en fait. Alors, il y a l'usage intensif et l'usage intelligent. Un usage intensif est un usage, il faut aussi bien s'en rendre compte, consommateur d'énergie dans un monde où on est face à des problèmes d'énergie. Le GIEC nous l'a encore rappelé, bien entendu. Donc, il faut savoir aussi limiter, ne pas être extrêmement gourmand et créer des data centers à tout centre. Donc, ça, je pense qu'il faut en tout cas être conscient que la technologie doit travailler pour le good dans un sens aussi d'une certaine modération. Et le deuxième risque que je vois, c'est d'entre les mains de qui est la finalité de l'AI. Si je prends un cas comme la Chine, où par exemple le contrôle social est monitoré par de l'AI, est-ce que si tu as passé à travers les passages cloutés, eh bien, tu auras un jour de congé en plus, ça peut peut-être aller, mais si tu n'as pas passé par les passages cloutés, par exemple, tu ne peux pas prendre les passages, les transports en commun. Donc là, on peut pousser un pas plus loin, donc c'est terriblement restrictif de liberté. L'Europe a fait un choix courageux avec le GDPR, c'est-à-dire de ne pas utiliser les datas d'une manière n'importe comment pour alimenter l'AI. Mais ce choix, il faut se rendre compte que ni les Américains ni les Chinois ne le font nécessairement de manière aussi poussée. Conclusion, nous prenons du retard dans certains domaines, notamment de l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont pour moi les vrais dangers. Et le danger de celui qu'on avait mystifié dans des films de science-fiction en 1950, d'avoir Big Brother qui est capable de prendre des décisions cognitives, créer, disséigner un monde, non, ça je n'y crois pas. Ou alors dans très 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 longtemps. Merci beaucoup, Baudouin. Mais avec plaisir, Céline. Donc voilà, c'était la vidéo de Baudouin de Hamptine, qui est directeur du Hub Digital Wallonia de San Francisco. À nouveau, n'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous êtes une entreprise numérique intéressée par des opportunités à l'international. Donc, je vais vous laisser juste après. J'ai oublié son contact dans le chat. Alors, pour rappel, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le webinaire est enregistré. Donc, si quelqu'un s'y oppose, veuillez quand même m'en informer. Et je laisse directement la parole à Chandra de Keyser, qui est cofondateur et PDG de Moodme. Alors, Chandra, vous avez également passé une bonne partie de votre vie à l'étranger,
puisque plus de 25 ans à l'étranger, dont aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Italie et au Luxembourg, pour être tout à fait précis. Et vous possédez une grande expérience de direction dans le domaine de la technologie, avec une expérience internationale auprès des géants de la technologie et des startups. Vous êtes un chef d'équipe centré sur le client, un innovateur qui avait toujours souhaité dépasser ses objectifs et qui l'a toujours fait, ses objectifs de vente. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir dans les carrefours de l'IA pour aborder le projet MoodMe notamment. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, Chandra. The floor is yours. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager l'écran et montrer une petite présentation pour accompagner tout ceci. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est parfait, oui, super. Ok, bon voilà, ben écoute, merci pour l'introduction et donc je suis très heureux aussi d'avoir revu Baudouin, comme j'ai vécu un peu à Silicon Valley, donc c'est toujours un plaisir de le revoir. Il est extrêmement dynamique là-bas, c'est un plaisir de l'avoir pour nous aider en tant qu'entreprise wallonne sur la Silicon Valley, qui est quand même un endroit colossal. Alors nous, tu l'as évoqué dans l'introduction, on a démarré la société sur des effets de réalité augmentée. Vous voyez mon visage peinturluré avec le drapeau brésilien. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour la FIFA, à la Coupe du Monde des femmes, il y a donc 2 ans. Donc ça, c'était notre première jambe dans le business et on a évolué, en particulier grâce à un financement de la région wallonne avec l'Université de Mons, sur un gros projet de recherche, un financement Win2Wall de quelques centaines, 700 000 € environ. Donc c'est un gros projet. On est focalisé surtout sur l'analyse des émotions, la compréhension du visage. On fait aussi la détection de l'âge, du sexe, de l'ethnicité, mais le focus et le business est vraiment autour des émotions. On parle de emotion economy et nous on essaye d'extraire à partir des émotions des insights pour aider les entreprises et les gens à prendre des décisions meilleures. Et on fait ça avec une IA qui n'est pas biaisée, hein, donc qui est unbiased et qui aussi respecte la vie privée. Je vais un peu expliquer ce que ça signifie. Bon, on sait très bien, on parle de AI is eating the world. Hein, on a les investissements sont colossaux et l'IA est partout, hein, aussi bien dans la santé que l'éducation, enfin partout en agtech, partout on a de l'intelligence artificielle. Nous, on se focalise sur l'IA qui peut aider à humaniser des applications, à doter des machines ou des robots d'empathie, donc la capacité de comprendre l'état émotionnel de la personne avec qui ils interagissent. Hein. Ces robots seront dans tous nos magasins très bientôt, mais aussi meilleure compréhension du patient dans ses relations en télémédecine, des apps et des vidéogames qui comprennent la réaction émotionnelle des gens en face du petit écran. C'est déjà un marché de 25 milliards de dollars. Hein. Il faut savoir évidemment que Google, Amazon, Microsoft font de l'analyse d'émotions, ils font tout ça sur le cloud, qui pose certains inconvénients et je vais y venir. C'est un marché donc de 25 milliards et on a une croissance double digit annuelle, donc c'est vraiment un gros marché aujourd'hui. Donc on n'est pas, comme on dit, en train de prêcher dans le désert dans un marché où il n'y a pas encore de besoin. Alors le problème qu'il y a en caricaturant, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence, hein, d'intelligence de quotient intellectuel ou d'investissement capital intellectuel dans tous les systèmes d'information, mais il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Hein. Ça, c'est vraiment frappant. On voit que tous ces systèmes qui nous entourent pour le travail, pour l'éducation, pour la santé, Baudouin a évoqué, hein, est-ce qu'on pourrait comprendre si des étudiants s'endorment, s'embêtent dans une leçon online? Ben, il n'y a aucune intelligence comme ça aujourd'hui. Donc il n'y a aucune collecte de données. Et nous, on se penche surtout sur les scénarios santé et bien-être, situation de télémédecine où le patient et le docteur interagissent. Ça peut être aussi des consultations psychologiques ou du coaching, hein, la frontière entre éducation et well-being. Mais donc ça, c'est les scénarios qui nous intéressent. Et en général, c'est fournir un outil qui permet de donner de l'empathie à tous ces systèmes qui sont massifiés par la next normal, hein, où on passe notre vie dans des vidéos. Alors, on a déjà un produit commercial, donc je vais peut-être d'abord parler de la réalité augmentée, puisqu'on est quand même assez connu pour ça. Ça, c'est quelques-uns de nos clients. Alors, on a fait la Coupe du Monde des femmes où on pouvait se peindre le visage avec le drapeau de son pays, et on a d'ailleurs sur notre site un petit vidéo fait par la FIFA, où il y a toutes des joueuses de foot qui se sont peints le visage. Donc, c'est vraiment
C'est simple, mais c'est très sympathique et ça a eu un succès fou. Il y a eu plus d'1 million de selfies partagés. On a fait des choses dans le monde de la mode avec Gucci. Là, on fait l'essai virtuel de lunettes. On peut faire des animojis aussi, un petit chien, du morphing avec un chien. C'était pour l'année chinoise, le nouvel an chinois du chien. Donc ça fait déjà, si je ne me trompe, 3 ou 4 ans. On fait des choses de marketing. On a fait avec Qatar Airways, Glaxo, on fait des choses plus sérieuses. Ça, c'est un de mes cofondateurs, product manager, qui s'est vieilli artificiellement. On a fait ça pour Stanford University. Donc la réalité augmentée, des filtres assez sophistiqués, hein, pas du tout du gimmicky, hein, plutôt du sérieux. Vieillir une personne de manière réaliste, avec différents paramètres, pour faire des études sur l'empathie. Donc on fait des choses sérieuses aussi avec la réalité augmentée, on ne fait pas que du Snapchat comme on a fait ici pour Nina Ricci. Donc ça c'est, je dirais, la jambe qui nous a porté jusqu'ici. Et aujourd'hui on est vraiment focalisé sur l'analyse des émotions pour 2 raisons. Un, c'est parce que c'est un nouveau type de big data qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension des gens et donc de les servir mieux, de leur donner plus de bonheur ou de moyens de réussir dans la vie. La réalité augmentée, c'était intéressant, mais c'est souvent lié à des campagnes, et donc c'est assez éphémère. Et en termes de business model, donc c'est une faiblesse, on n'a pas cette récurrence, on n'est pas aussi important qu'on souhaiterait l'être pour nos clients. Alors on a déjà, grâce au projet de recherche avec l'Université de Mons, qui ont démarré il y a 2 ans, un produit qui extrait le quotient émotionnel. Donc on détecte 7 émotions, hein, le happy surprise, la peur, on est fâché, dégoûté, triste et l'émotion neutre. On a fait une petite représentation heptagonale pour montrer l'intensité sur chacun des 7 axes. C'est notre manière, disons, graphique de représenter ce qu'on détecte. On était en train de travailler avec Matej justement sur les action units, donc le FACS. C'est un nouveau système, beaucoup plus, enfin c'est pas un nouveau système en termes de recherche, mais en termes de IA. On détecte une quarantaine de micro-expressions faciales qu'il faut ensuite interpréter, mais qui sont beaucoup plus précises que cette émotion. Nos produits donc sont déjà commercialement disponibles. On a notre réseau de neurones Made in MoodMe et on a aussi un réseau de neurones basé sur la recherche de l'Université de Mons. Il tourne sur n'importe quoi, donc des medical devices, des apps, n'importe quel operating system. On a même fait une version web. Et le gros avantage, c'est qu'on s'est focalisé avec l'équipe de Thierry Dutoit de l'Université de Mons sur tout ce qu'on peut faire sur le Edge. Et quand on dit Edge, ça veut dire le end-user device, son smartphone, le browser, le PC. Donc le visage est processé en local. Il n'est pas envoyé dans un serveur. Contrairement aux fameux GAFAM, hein, Google, Amazon, Microsoft, il faut envoyer les vidéos ou les images sur leur cloud et il n'y a pas un petit bouton oublie-moi. Donc en termes de privacy, c'est un problème. Et on se focalise, on n'est pas encore où on voudrait l'être, mais on est très focalisé, on mesure constamment le mix ethnique et aussi le mix en termes de sexe et de groupe d'âge de nos datasets pour être sûr qu'on a des datasets qui nous permettent de comprendre avec la même précision les émotions des gens, quelle que soit leur origine ethnique, leur sexe et leur âge. Alors, on a déjà un produit que Baudouin évoquait, donc, qui permet d'analyser un Zoom call et donc qui tourne avec une partie d'intelligence artificielle sur le Edge, c'est-à-dire sur le user device, sur le PC par exemple, et qui anonymise toutes les données et qui apporte donc sur un serveur, hein, on voit les 7 émotions qu'on évoquait avec le petit pentagone, les 7 émotions sont mesurées sur une échelle de 0 à 100, et on a ensuite sur le serveur, on a mis des thumbnails pour pouvoir savoir qui est qui, mais évidemment par défaut, GDPR oblige, on ne garde pas l'information de qui a fourni quelle donnée d'émotion. Dans ce cas-ci, les gens acceptaient de jouer le jeu et donc on a une petite vidéo call de 4 minutes et demie. Là, apparemment, il y a une personne qui est sortie de la réunion, mais on a la température émotionnelle de chacune de ces 2 personnes. On voit le code couleur correspondant. On a même leur temps de parole parce qu'on analyse le mouvement de la bouche. Et ici, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut faire un drill down, on peut supprimer une des personnes sur le graphe ou les agréger, mais on voit la température de chacune des 7 émotions. On voit qu'il y a eu la tristesse a dominé cette réunion. Voilà, donc un peu comme disait Baudouin, on peut dire, oui, bon, là, cette réunion, ça a mal marché, bien marché. En tout cas, on a des métriques et on a des métriques qui sont fournies sur une ligne de temps, là, en l'occurrence, 5 minutes.
Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est un produit qui tourne et on extrait des données d'émotion dans des scénarios de vidéo call qui peuvent être aussi bien du e-learning que du travail, que des scénarios de vente, même des ventes online, des sales calls comme on dit, et aussi des scénarios de santé. Alors ça c'est notre grand focus, on n'est pas encore à ce 10%, mais c'est là qu'on veut être, on veut avoir un mix ethnique. Pour l'instant, on simplifie, l'ethnicité est évidemment beaucoup plus subtile que dire Black, Latino, Middle East, etc. Mais on essaye au moins, en faisant ces subdivisions grossières, d'avoir 10% de personnes de chacun des groupes ethniques dans les datasets, et aussi d'avoir les 7 émotions qu'on souhaite détecter réparties relativement homogènement, pas avoir rien que des gens contents. Donc ça, c'est un gros challenge. On y travaille, on s'arrache les cheveux avec Matei de temps en temps parce que, bon, on trouve des datasets, ils ne sont pas utilisables pour d'autres choses que de la recherche. Donc, c'est un vrai challenge pour une boîte qui est sur le marché à faire des produits commerciaux, c'est de trouver des datasets qui nous permettent de créer des réseaux de neurones, en faisant de l'entraînement, du deep learning, qui nous permettent de les commercialiser sans limitation. C'est vraiment un gros challenge et acheter les datasets ou les créer soi-même, c'est très cher aussi. Donc ça, c'est un des challenges de la société en ce moment, mais on a déjà des produits commerciaux, donc on n'est pas non plus dans la traversée du désert, on est déjà là avec des bons outils et des outils aussi de création de datasets qu'on a créés in-house qui sont vraiment bien pensés, qui permettent de faire du crawling, mais en allant rien que sur des sites où les données sont en open, donc voilà, et de faire de la notation automatisée. Alors, les points clés de MoodMe, c'est qu'on combine la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Donc, on a fait quelque chose, je vais vous montrer cette petite image de... je ne sais pas si vous arrivez toujours... Vous voyez toujours mon écran, là? Oui, allô? Oui, ok, super. Non, de temps en temps, un petit feedback. Donc, ok. Donc, ça, ce qu'on a fait pour Qatar Airways, ça combinait la réalité augmentée, le background virtuel. C'est un autre réseau neurone qui fait ça. Donc, c'est immerger la personne dans la skyline de Doha, lui coller un maillot. On avait utilisé le détecteur de sexe pour lui coller un maillot avec une morphologie masculine ou féminine. Et on avait le détecteur d'émotion. En fait, c'était Send us a smile and we send you to Qatar. C'était une campagne de Qatar Airways. Et le sourire de l'utilisateur déclenchait l'expérience magique avec un petit avion dans le ciel, et je vous passe les détails. Et donc c'était une campagne de brand activation où on utilisait le détecteur d'émotion. C'était un pilote, c'était juste avant le Covid, donc après Qatar Airways était enchanté, mais on a eu le Covid, c'était en janvier 2020. Donc en termes de timing, c'était plutôt raté, mais on continue à parler avec Qatar Airways et avec d'autres dans le monde du voyage, et c'est évidemment un scénario assez intéressant de détecter les émotions, de créer un monde virtuel avec le background et la réalité augmentée. Bon, pour revenir, donc ça, c'est que MoodMe sur la planète Terre qui est capable de combiner la réalité augmentée, la détection d'émotions, d'âge, de sexe et d'ethnicité, tout ça en embarqué, donc dans le edge, c'est-à-dire il ne faut rien envoyer au cloud, tout se passe en local. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Maintenant, il faut trouver des marketeurs qui veulent des expériences un peu spéciales comme ça. Mais bon, comme on dit, le magic of today is the mundane of tomorrow. Donc ce genre de choses, évidemment, au début, c'est bluffant, waouh, et puis après, tout le monde le veut, et puis après, tout le monde l'a vu, on veut autre chose, évidemment. Donc le gros avantage avec MoodMe, c'est la privacy. Les visages ne sont envoyés nulle part, on ne les stocke même pas localement. On a déjà 2 brevets aux États-Unis et on en a 5 dans le pipeline. On est très agressif en termes de portfolio de propriété intellectuelle. Tout ça dans une possibilité aussi d'exit à un moment. Et le unbiased AI, comme j'ai évoqué, donc d'avoir des datasets avec une richesse ethnique. Vers où on va, ce qu'on veut, c'est du data. On fait du data sur les émotions. C'est un nouveau type de big data. Le but, c'est d'avoir la capacité de prédire et faire des prescriptions. Donc, c'est du predictive et prescriptive analytique pour permettre de recommander par exemple des meilleurs comportements à des professeurs pour éviter que les élèves s'endorment. Donc, arriver à identifier le langage émotionnel de l'audience pour identifier les bonnes pratiques et pour suggérer alors, recommander par exemple, regarde cette minute-là de coaching de tel professeur, ça pourrait t'aider à créer plus d'engagement dans ta classe à toi. Donc l'idée, c'est d'identifier de manière automatisée, objective et simple et pas chère, évidemment, des bonnes pratiques de team leadership ou d'enseignement et de vente aussi.
On est en discussion avec Salesforce. Bon, évidemment, les enjeux sont énormes. Avoir des vendeurs plus empathiques qui ont un meilleur closing rate, puisqu'on close des deals d'$1 million ou de 10 millions rien qu'au-dessus d'un vidéo call. Maintenant, on ne prend plus l'avion. Et l'humanité a changé d'habitude, donc ces comportements vont rester. On économise tellement de temps et d'argent en faisant ça. Donc, on continue à améliorer l'aspect diversity de notre dataset. Et on a déjà commencé à travailler sur le upper body pour essayer de comprendre non pas que le visage, mais aussi le langage corporel. Et on aimerait aussi creuser sur l'analyse du ton de la voix pour avoir une compréhension plus holistique de l'état émotionnel des personnes. Donc ça, c'est notre vision produit, on n'y est pas encore. Mon cofondateur Alessandro, il est prof du NIF en Italie à Rome et il vit à Bruxelles depuis déjà pas mal d'années. Et donc c'est lui qui gère les relations avec l'Université de Mons pour la recherche. Et moi j'ai un background surtout de vente. Enfin, j'ai démarré, j'ai un master en computer science, mais j'ai surtout évolué vers le project management et puis le bizdev pour des grosses boîtes de tech comme Software AG, Northrop. On a une belle équipe d'ingénieurs, un ex-Intel, Dimitri, un gars qui est notre VP Engineering, travaille pour l'Agence spatiale européenne. Donc on est tous habitués à des environnements extrêmement contraints et donc la capacité de créer des produits qui tournent sur le edge, bon, pour nous c'était, je ne vais pas dire facile, mais c'est plus facile que pour l'ingénieur lambda aujourd'hui de 20-30 ans qui est habitué à avoir des terabytes et des gigabytes, etc. Voilà. Et on fait de la recherche aussi avec Texas A&M, une université fantastique aux États-Unis. On a un board of advisors avec des gens qui sont VP level dans ces boîtes-là. Donc, c'est vraiment des gens de gros calibre. Et voilà, donc c'est un peu où on en est. On a 90 clients, mais ils sont surtout en réalité augmentée. On a une quinzaine maintenant en détection d'émotions. On a signé récemment un jeu éducationnel londonien où le jeu s'adapte aux émotions du jeune étudiant, c'est pour des enfants, et une app de méditation qui utilise des biofeedbacks, y compris l'analyse du visage pour adapter l'expérience méditative. Voilà, on a déjà levé des fonds, 850 000 € par des petits tickets et aussi par Qatar Sportec a investi 150 000 $ ici. Et on a aussi ce financement donc, qui est en triangle avec l'Université de Mons. On vient de gagner un award important avec Altis, dans le contexte du 5G au Portugal. Voilà, ça c'est un peu nos awards. Et donc voilà, pour résumer, donc nous, on est focalisé sur le bien-être. En fait, c'est pour arriver à avoir des gens plus heureux dans des scénarios de santé, de well-being, mais aussi plus largement de coaching, d'éducation. Le but de cette emotional intelligence, qui est un nouveau type de big data, c'est d'avoir des insights avec lesquels on peut prendre des meilleures décisions. Et voilà, on est une startup super excitante. On vient d'engager un CMO aux États-Unis cette semaine. Donc, on est en train de préparer l'incorporation de la boîte aux États-Unis. Et voilà, the sky is the limit. Merci pour votre attention et bien entendu à disposition pour toute question. Vous avez mes coordonnées ici. J'ai un téléphone en Belgique, bien entendu, mais aussi aux États-Unis et mon email. OK? Merci beaucoup. Merci Chandra, c'est super impressionnant de voir un projet qui avance comme ça, avec aussi l'analyse du côté respect de la vie privée, sans biais, et combiner tous ces challenges et de voir aujourd'hui que vous êtes en croissance, que vous touchez de nouveaux clients, de nouveaux secteurs, c'est vraiment c'est incroyable. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vais céder la parole à Monsieur Mancas, qui est chercheur et qui porte ses recherches sur la modélisation computationnelle de l'attention. Alors, ce mécanisme, c'est un mécanisme qui est utilisé par les humains pour sélectionner des éléments importants dans des images, vidéos ou sons, mais Monsieur Mancas nous en parlera davantage. Et vous partez du principe que l'attention computationnelle est une étape vers une véritable intelligence artificielle et qu'elle ne devrait être utilisée dans tous les algorithmes qui visent à avoir un comportement intelligent, ce qui devient d'ailleurs une réalité avec les modules d'attention dans les DNN. Alors, vous vous intéressez à la mise en œuvre des algorithmes d'attention dans la vie réelle pour diverses applications, intérêt des personnes pour l'optimisation du marketing, détection des événements anormaux, audio-vidéo pour la surveillance. Donc,
dans divers domaines et vous êtes impliqué et où vous organisez plusieurs réunions, conférences et ateliers. Alors, vous travaillez également vous réalisez du travail éditorial, donc livres, journaux, conférences, et vous avez été fortement impliqué dans le transfert de technologie. Vous travaillez enfin dans l'optimisation de la communication visuelle pour le marketing à travers la société Intention. Monsieur Mancas, je vous laisse tout de suite la parole. Merci pour cette présentation. Je vais partager. Hop. Je vais mettre plutôt ici. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran déjà? C'est parfait, oui. Est-ce que c'est bon? Alors, donc du coup, je vais faire effectivement une présentation sur l'attention en général, l'attention visuelle. Surtout, je parlerai un tout petit peu de son, mais tout à la fin. Mais surtout l'attention visuelle. Et je vais essayer de rester assez large en essayant de mettre un maximum de choses, puisque maintenant, ce qui était la recherche sur l'attention jusqu'en 2015 a pas mal changé à partir de 2015, justement. Voilà, alors, tac, je clique dessus, et puis je vais prendre le pointeur, il y a besoin. Alors, donc, l'attention, globalement, nous faisons tous attention, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours, même quand on rêve, finalement, on a des mouvements des yeux, rapid eye movement. Donc, comment ça marche? Quand on voit une image, on ne va pas la regarder de manière linéaire, mais on va regarder certaines parties en priorité. Donc là, on a une personne avec du eye tracking, donc ça nous permet de savoir exactement où elle regarde sur l'écran, et donc on a ce genre de carte de chaleur avec des zones chaudes où la personne a regardé plus qu'ailleurs. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut observer, analyser sur les personnes, et après on peut essayer de créer des algorithmes qui vont modéliser ça, c'est-à-dire que sans avoir d'eye tracker, juste en donnant l'image, ils vont donner par exemple, ça c'était un ancien modèle, qui vont donner aussi des cartes de chaleur en disant sur cette image, la plupart des gens vont regarder plutôt ces régions ici que dans le ciel, etc. Voilà, donc ça c'est initialement l'attention. Et alors, il y a deux choses qu'il faut connaître au niveau vocabulaire. C'est qu'à l'attention, dans l'attention, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle bottom-up, hein, ou exogène, mais bon, bottom-up, c'est toujours plus sympa. Où l'idée, c'est que voilà, on a des signaux, images, vidéos, etc. On a des caractéristiques de ce signal qui vont être extraites et qui vont attirer l'attention naturellement, de manière un peu réflexe, d'accord, même sans connaître ces caractéristiques ou sans ces objets. Et de l'autre côté, on a une partie top-down, endogène, qui va utiliser la mémoire, les émotions et puis les tâches qu'on a envie de faire. Donc la mémoire, par exemple, si je reconnais ma grand-mère, je vais plus regarder ma grand-mère parce que je vais me dire tiens, qu'est-ce qu'elle fait là. Pour les émotions, effectivement, si un objet déclenche chez moi quelque chose de très puissant au niveau émotionnel, je vais vraiment rester focalisé, focus sur cet objet. Et puis, si j'ai une tâche précise, je vais m'adapter à cette tâche-là. Donc, si je cherche les clés, en général, je ne les cherche pas au plafond. Donc, je vais chercher sur les tables, par terre, etc. Voilà, donc il y a vraiment ces deux mouvements, bottom-up, qui est plutôt réflexe, et top-down, qui vient du fait qu'on apprend des choses avant. Voilà, donc jusqu'en 2015, on va dire, l'attention, en fait, avant les années 2000 d'ailleurs, l'attention, c'était plutôt un problème de psychologue, quoi. De psychologues, etc. À partir des années 2000, notamment avec le papier de E.T., donc à la fin, j'ai des références, hein, vous allez pouvoir les retrouver si vous voulez. Avec le papier de E.T., il a modélisé automatiquement l'attention que les psychologues étudiaient. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis finalement, c'est à peu près la même idée qu'utilisent tous les autres modèles jusqu'en 2015 en tout cas. C'est qu'on prend une image, là, on va la décomposer un certain nombre de caractéristiques, donc couleur, orientation, etc. Donc, on a une image et on la décompose.
sur chaque carte de caractéristiques, on va calculer par exemple un contraste ou une rareté ou une surprise. Enfin, comment est-ce qu'une caractéristique va ressortir par rapport aux autres dans l'image. Et puis on va fusionner le tout dans ce qu'on appelle une carte de science, Saliency Map, qui est une carte un peu de chaleur qui va dire bah, ça et ça c'est important, là, tac tac, et puis le reste un peu moins. Donc ça, à partir de 98 avec les premiers papiers d'Haïti. Après, il y a eu les modèles de joute qui étaient pas mal. Et puis, à la fin, il y avait un peu les 4 modèles vraiment les plus utilisés, GBVS, RAR 2012 qui a été fait par Nicolas Rich, qui est maintenant chez Multitel, qui avait pris la suite de ma thèse, AWS, BMS, etc. Alors, ils sont très bottom-up, d'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a des caractéristiques, on regarde les caractéristiques. Hein. Alors ici, s'il y a la grand-mère qui est dans la forêt et qui est habillée en vert, on ne va pas la voir. Alors que dans la réalité, si on voit la grand-mère dans la forêt, même en vert, on va se demander ce qu'elle fait là. D'accord? Donc, c'est vraiment purement bottom-up la plupart du temps. Voilà. Et pouf, 2015, un peu avant, mais globalement à partir de 2015, c'est devenu important. Bah, le deep learning est arrivé, hein, comme partout. Et donc là, il commence à y avoir plusieurs branches. Donc, je vais partir d'abord dans les branches à l'intérieur des réseaux de neurones. Et donc, c'est pas arrivé avec l'image, c'est arrivé au début avec la traduction. Hein. Donc, il y avait des réseaux qui étaient censés traduire à du texte. Par exemple, pour un texte en anglais, on le traduit en français. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un encodeur qui va passer de